qui s'engagent dans la protection des enfants. Avant de revenir à cette question, je dirais, dans nos traditions, on dit souvent, quand les parents réussissent plus que leurs enfants, ça c'est destructif et c'est un échec. Mais quand les enfants réussissent plus que leurs parents, c'est évolutif, c'est la réussite. C'est là où il faut s'intéresser aujourd'hui à la réussite de nos enfants. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous constatez de plus en plus que les enfants sont nombreux dans la rue, au lieu d'être à la maison, aller à l'école ou suivre des formations, puisque c'est ces enfants-là qui sont notre relève de demain. Et donc, au lieu que ces enfants-là soient en famille, soient à la maison, se retrouvent dans la rue, quelles sont les causes qui les amènent, qui les obligent à se retrouver dans la rue? Je dirais que les causes sont nombreuses et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et donc, quand les causes sont là, les enfants rentrent davantage dans la rue. Les toutes premières causes que nous avons, c'est l'absence des parents. Quand vous rentrez dans la rue tout à l'heure et que vous prenez 10 enfants, à peine un enfant sur 10 a ses deux parents qui vivent ensemble. Donc l'absence des deux parents ou l'un des deux parents alors met déjà l'enfant en situation de vulnérabilité qui l'oblige à se retrouver dans la rue. Là, nous parlons de la dislocation familiale, la séparation des couples qui abandonnent les enfants à leur propre prise en charge. Donc les enfants qui vivent dans un foyer monoparental sont susceptibles de se retrouver plus tard dans la rue. La monoparentalité est l'un des facteurs qui oblige les enfants à se retrouver dans la rue. Puisque quand l'enfant est avec l'un des deux parents, alors il a besoin de l'autre parent, de l'autre parent absent. Il a besoin de l'affection, de la tendresse, de la prise en charge, de la chaleur de l'autre parent absent. Donc quand l'enfant est avec la maman, elle a besoin de la chaleur de son papa. Quand l'enfant est avec son papa, il a obligatoirement besoin de la chaleur de sa maman. Et donc, quand l'enfant est abandonné ou placé sous la garde d'un des deux parents, vous voyez que l'enfant, obligatoirement, puisque quand on parle de l'enfance, on parle de la vulnérabilité, de la minorité d'âge. C'est-à-dire que l'enfant est mineur, selon le code de l'enfant togolais ou selon les autres documents de protection de l'enfance, on définit enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Oui. Donc quand l'être humain là a moins de 18 ans, alors il n'est pas encore mature, tant sur le plan moral, psychologique que physique, et donc a toujours besoin de l'autre parent. Et donc quand l'un des deux parents est absent, l'enfant vit déjà une certaine vulnérabilité. Et donc, suite à cette monoparentalité, vous savez, quand nous quittons la monoparentalité, nous tombons sur la famille recomposée ou reconstituée, c'est-à-dire quand l'autre parent est absent et que le parent avec qui l'enfant vit se remarie, alors l'autre parent qui arrive, qui rentre dans le foyer, qui n'est pas le parent biologique ou le géniteur de cet enfant, alors, quels que soient les efforts que ce parent fait, alors il manifeste quand même une certaine violence sur l'enfant. Que ce soit une violence morale, psychologique et verbale que physique. Le nouveau conjoint. Si c'est le papa, par exemple, qui a pris une nouvelle femme, cette nouvelle femme qui n'est pas la mère génitrice de l'enfant, alors ne peut pas s'offrir, ne peut pas prendre l'enfant comme celle qu'elle aurait engendrée elle-même. Et là, on constate, en tout cas, je fais partie des enquêteurs sociaux, et donc nous, au cours de nos enquêtes, nous avons constaté que cette mère ou cette femme, cette nouvelle femme qui rentre dans le foyer, quels que soient ses efforts, manifeste toujours une certaine violence, que ce soit morale, que ce soit verbale, que ce soit psychologique, jusqu'au manifeste cette violence sur l'enfant. Et donc, cette violence manifestée ou faite sur l'enfant oblige l'enfant à vouloir se chercher et chercher l'autre parent absent qui est sa maman par exemple. Est-ce qu'il l'emmène dans la rue? Oui, si. C'est ce qu'il l'emmène dans la rue. Est-ce que vous voulez faire allusion aux maltraitances? Voilà, je veux résumer. Je dis quand l'enfant vit avec
un des deux parents, il est déjà vulnérable pour rentrer dans la rue. Maintenant, quand ils vivent dans cette famille reconstituée ou recomposée, où l'autre parent n'est pas le parent géniteur de l'enfant, alors manifeste des violences sur l'enfant qui oblige l'enfant à rentrer dans la rue. Pourquoi ça oblige l'enfant à rentrer dans la rue? Quand l'enfant ressent que le parent avec qui il est, si c'est le papa, si c'est la maman qui a pris un nouveau mari, ou c'est le papa qui a pris une nouvelle femme, alors l'autre parent qui rentre, l'enfant sait qu'il n'est pas son parent géniteur. Alors l'enfant va vouloir chercher l'autre parent absent, son vrai parent géniteur qui est absent va vouloir le chercher et il croit le trouver dans la rue, par exemple. Il va à la recherche de ce parent sans s'en rendre compte lui-même. Donc voilà l'une des causes aussi qui amène les enfants dans la rue. Donc si on veut résumer ce que vous avez dit, on a non seulement mis à part le fait que les enfants se sentent vulnérables parce que l'un des conjoints, l'un des parents n'est pas là, le cas des familles monoparentales, il y a également le fait que certains enfants soient victimes de maltraitance dans les nouvelles familles. Justement. Mais est-ce que vous avez déjà eu des cas où des enfants, de façon volontaire, ont quitté la maison parce qu'ils se sentent plus épanouis dans la rue? Oui. Là, nous en venons. Nous sommes en train de citer ces différentes causes qui amènent les enfants dans la rue. Donc, au-delà de l'absence des deux ou d'un des parents, au-delà de cette monoparentalité dans laquelle l'enfant vit, il y a aussi l'autre facteur qui est un facteur de pauvreté. Par exemple, l'enfant est là avec les deux parents. Les deux parents sont ensemble, mais n'arrivent pas à nourrir les enfants. Surtout dans les familles nombreuses. Voilà, dans la famille, on a 2, 3, 4 enfants. Donc, dans la fratrie, ils sont nombreux, dans une petite pièce. Et donc, l'enfant ne se trouvant pas, à un moment donné, dans cette famille nombreuse, et ne trouvant même pas où poser la tête la nuit, quand papa et maman vont vouloir se bousculer au lit, et que les enfants sont autour, ça dérange les enfants. Et quand ils sortent un peu, ils trouvent sa liberté, de faire ce qu'il veut, d'aller là où il veut, de dormir là où il veut, de manger ce qu'il veut. Et donc, ça pousse l'enfant à sortir, à rentrer dans la rue, à s'installer dans la rue, à vivre dans la rue. Voilà l'une aussi des causes qui font que les enfants rentrent dans la rue. Parlons de comment ces enfants-là se retrouvent dans la rue et vivent dans la rue. Ces enfants-là, une fois qu'ils quittent le domicile familial, quand ils vont dans la rue, est-ce qu'ils vivent seuls ou bien ils vivent souvent en groupe? Oui, d'abord, s'il faut demander si les enfants vivent seuls ou vivent en groupe, je dis d'emblée, quand l'enfant rentre dans la rue, alors il se cherche et il cherche un partenaire. Un partenaire, un ami, un camarade, avec qui cheminer ensemble. Vous savez, la rue, c'est la jungle, et donc, le plus fort écrase le plus faible. Et donc, pour faire face à cette vie difficile dans la rue, ils essayent quand même d'aller en groupe, en petit groupe, en bande d'enfants. Ils vont souvent cela pour pouvoir affronter les difficultés de la vie ensemble. Et à cela, vous savez, aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les enfants qui sont dans la rue, mais c'est des familles aujourd'hui aussi dans la rue. Des familles, si nous disons que les enfants sont abandonnés par les parents, ailleurs, c'est les parents même qui se déplacent avec les enfants et qui viennent s'installer dans la rue. Ça, c'est autre volet dont nous allons parler après. Maintenant, les enfants qui sont dans la rue, déjà à partir de 10 ans, 12 ans, 13 ans, nous allons en venir tout à l'heure, ces enfants-là, déjà à 12 ans, 13 ans, alors jouent déjà au sexe. Et quand ils jouent au sexe, alors les filles mineures là tombent enceintes et alors donnent des enfants. Donc des enfants font des enfants dans la rue qui font que les enfants ne sont pas seulement en groupe, mais ils sont en famille. Voilà là où je veux venir. Ils ne sont pas seulement en groupe, puisque généralement ils sont souvent toujours en groupe, en bande d'enfants. Mais aujourd'hui, ces enfants ne sont pas seulement en bande d'enfants dans la rue, mais ils sont en famille dans la rue. Ils sont en famille dans la rue, ils créent leur famille. Ils créent leur famille dans la rue, ils vivent dans la rue, se mettent à l'aise dans la rue. Vous voyez, voilà la situation de ces enfants-là aujourd'hui. Et donc, ça devient de plus en plus récurrent et fréquent. Vous allez au niveau de tous les feux tricolores aujourd'hui, vous verrez des petits enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans qui traînent dans la circulation demandant de l'argent. Et vous verrez les parents à côté. Et quand les enfants vont aller prendre de l'argent, ils reviennent donner aux parents. Donc souvent ces enfants-là sont issus des enfants, des anciens enfants de rue, ces petits enfants que voilà, il y a certaines familles qui se sont déplacées
depuis la maison pour venir s'installer dans la rue. Mais aujourd'hui, la majorité de ces enfants-là, c'est des enfants qui naissent dans la rue. Et vous savez, quand nous parlons des enfants en situation de rue, nous parlons souvent de 3 terminologies. Les enfants dans la rue, les enfants de la rue et les enfants à la rue. Les enfants à la rue, là, c'est ces enfants-là qui naissent dans la rue, qui grandissent dans la rue, qui vivent dans la rue. Donc, il y a de ces cas-là qui sont très fréquents, surtout quand vous longez de la frontière Togo-Ghana jusqu'au niveau de l'hôtel Sarakawa, au niveau de Orlando, au niveau de Filao, au niveau de Pirogue, au niveau de l'hôtel La Paix, au niveau de l'hôtel Onomo. C'est des enfants avec leurs enfants qui traînent le long de la plage, vous les verrez. Sur les marchés, vous verrez les enfants avec leurs enfants dans la rue, les enfants parents dans la rue. Vraiment, voilà, c'est là où nous disons le phénomène est préoccupant, est inquiétant au jour le jour. Donc il faut toujours en parler. Il faut en parler, il faut prendre des mesures. Alors, vous avez parlé de ces enfants-là qui font des enfants et qui deviennent des enfants de rue plus tard. Ouais. Maintenant, le constat est qu'il y a plus de... Dans la rue, on retrouve plus de garçons, plus de jeunes garçons que de filles. Pourquoi? Bon, à des niveaux donnés, on se dit on retrouve plus de garçons que les filles. Oui. Et sur d'autres sites, on se dit mais on retrouve plus les filles que les garçons. C'est par rapport, c'est vrai que les garçons sont plus nombreux dans la rue que les filles, mais je vous assure qu'aujourd'hui, les filles concurrencent les garçons dans la rue. Dans la rue, plus que, vous voyez, les garçons, ils sont beaucoup plus mobiles et un peu partout. Les filles, ils ont des lieux, des sites où ils sont beaucoup plus fréquentes, sont beaucoup plus stables. Et quand tu prends les zones où les petites filles jouent à ce travail ou à ce jeu de sexe, où nous parlons entre guillemets de la prostitution, nous ne voulons pas souvent attribuer ce mot-là aux petites filles. Nous ne voulons pas souvent dire la prostitution des petites filles, mais à des moments donnés, à des endroits donnés, vous verrez des dizaines, des vingtaines, des trentaines de petites filles qui sont là et qui vendent leur corps contre 200, 300, 500 pour pouvoir se nourrir et aller nourrir malheureusement leurs parents en famille à la maison. Vous voyez? Donc c'est parce que ces filles-là ne sont souvent pas exposées. Ces filles qui vont en prostitution là, pour le code de l'argent. Moi j'ai rencontré une petite fille de 12 ans qui vient se confier à moi parce qu'il y a une nuit où 3 hommes ont abusé d'elle. Et le lendemain, elle est tellement fatiguée et elle vient se confier à moi pour me dire ah, tonton Yves, eux-mêmes, ils m'appellent dans la rue, Yves, que je veux rentrer en famille parce que je ne peux plus supporter. Cette nuit, voilà ce dont j'ai été victime. Et j'ai dit, mais pourquoi très tôt tu... Donc, je me suis mis à son écoute. Et c'est là, elle me dit, c'est ce travail-là qu'elle fait pour aller nourrir sa famille, ses parents à la maison. Et le jour là, la fille me disait qu'actuellement, sa maman est souffrante. Et c'est ce travail-là qu'elle fait pour aller la soigner à la maison. Ouais, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. On reviendra sur c'est pour dire que c'est des cas fréquents. Donc il y a des endroits où vous verrez beaucoup plus de filles que les garçons. Et d'autres endroits où vous verrez plus de garçons que des filles. C'est ce que je voudrais préciser. D'accord, merci. On reviendra sur ces violences sexuelles dont ces filles, ces enfants sont généralement victimes. Maintenant, on sait que les enfants qui sont dans la rue sont livrés à eux-mêmes. Maintenant, de quels moyens ils disposent? Comment ils arrivent à subvenir à leurs propres besoins? Oui. Voilà. Si nous allons nous mettre à parler de cela, je crois que toute la journée même ne nous suffirait pas. Bon, comment est-ce que ces enfants-là font pour se nourrir, pour se supporter? Il y a plusieurs catégories d'enfants en situation de rue. Il y a certains enfants, ils ne sont qu'au feu tricolore. Et ceux qui sont au feu tricolore, ils demandent de l'argent. Ils mendient. Ils commandent pour pouvoir manger. D'autres, ils ont des petits fonds, ils ont des petits trucs avec lesquels ils nettoient les vitres et les motos pour avoir de l'argent. Voilà ceux qui sont au feu tricolore, ce qu'ils font. Il y a d'autres, ils sont carrément dans des marchés. Et ceux qui sont au marché, c'est des enfants qui ramassent des objets plastiques, des sachets plastiques, des cartons pour aller vendre et pouvoir se nourrir. D'autres enfants sur les marchés sont obligés de travailler comme portefeuille. Ils aident les marchands, les bonnes femmes à déplacer les bagages. Donc, ils travaillent comme portefeuille sur les marchés pour pouvoir nourrir. C'est là, nous disons, ces enfants-là travaillent
pour se nourrir et font des travaux qui les dépassent d'ailleurs sur les marchés. Voilà un deuxième niveau. Un troisième niveau, c'est des enfants qui se retrouvent aujourd'hui sur des dépotoirs que certains appellent la déchetterie, d'autres appellent vidange ou dépotoir. Donc, vous verrez des enfants sur des dépotoirs en train de fouiller des ordures pour ramasser des barres de fer que nous appelons chez nous cacobéblés, qui vont aller vendre pour pouvoir se nourrir. D'autres, c'est des bouteilles, d'autres, c'est des boîtes de conserve, d'autres, c'est des cartons. Donc, des enfants vont sur les dépotoirs pour ramasser des trucs qu'ils vont aller vendre pour se nourrir. Voilà un troisième niveau. Un quatrième niveau, c'est des enfants que vous verrez le long de la plage et qui sont là pour aider des gens à puiser l'eau de la mer, puisqu'il y a beaucoup qui viennent chercher l'eau de la mer. D'autres, ils sont là pour aider les pêcheurs à tirer les filets, pour pouvoir avoir de l'argent ou des petits poissons qui vont aller vendre pour pouvoir se nourrir. Vous voyez, donc des différents sites sur lesquels vous retrouvez les enfants, c'est au niveau des fruticolores, sur les marchés, à la plage, sur les dépotoirs. Et à chaque niveau, le travail que l'enfant fait pour se nourrir, voilà. Et maintenant, au-delà de ces sites, comme je viens de le dire tantôt, il y a des sites où les petites filles résident pour faire ce travail de sexe pour pouvoir se nourrir. C'est également un autre travail que ces enfants font. Donc, c'est ces petites activités que ces enfants font chacun sur son site pour avoir de l'argent pour pouvoir survivre. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces enfants, filles qui se donnent sans protection, sans mesure, sans conditions, alors ramassent des grossesses indésirées et des maladies. Des maladies, on n'en parlait pas. Donc, des enfants naissent, ils sont dans la rue, sur les marchés, à la plage, un peu partout, et dans tous les coins. Bon, l'autre site dont j'ai oublié, c'est les ghettos. Vous savez qu'à Lomé comme ailleurs, il y a plusieurs ghettos aujourd'hui sur lesquels les enfants là vivent et font quoi? Ils font la détention, la consommation et la commercialisation des drogues. Ils font la détention, la commercialisation et la consommation des drogues. C'est carrément un autre site également sur lesquels, alors vous verrez des enfants. Donc, pour dire, en résumé, qu'est-ce que ces enfants-là font pour se nourrir? Alors, il y a la mendicité, il y a la prostitution, il y a les ramassages des objets plastiques, des boîtes de conserve, et tout ce qu'il faut pour aller vendre, et d'autres carrément, ils travaillent comme portefeuille, et d'autres, c'est la commercialisation des drogues, et pour pouvoir se nourrir. Voilà un peu de façon résumée toutes ces activités-là que ces enfants-là se donnent, se livrent pour pouvoir se nourrir. C'est malheureux. C'est malheureux. Un enfant doit vivre dans le cocon familial, dans un foyer, foyer, parce qu'ils sont dans la rue. Ces enfants sont obligés de faire ce qui n'est pas de leur âge. Voilà. Non, moi je dis souvent que cela n'est pas de leur faute. Oui, cela n'est pas de leur faute. Comme je l'ai souvent dit, l'enfant n'a pas demandé à venir dans ce monde. Et quand l'enfant vient, il vient toujours de certains parents. Et s'il vient de ces parents-là, ils vivent ou ils sont nés dans une communauté. Ils vivent dans une communauté, dans un état. Et donc, l'enfant qui naît vierge, alors grandit dans ces conditions, c'est pour dire que c'est l'environnement éducateur, c'est l'environnement protecteur qui oblige ces enfants-là à vivre cette situation. C'est là où je dis souvent que les responsabilités sont plutôt aux parents, aux communautés et aux États plutôt que ces enfants-là. Les enfants n'en sont pour rien du tout. Ce sont des victimes. Ce sont des victimes, ce sont que des hommes victimes dont les responsabilités ne les encombrent pas du tout. D'accord, parlons de l'éducation, parlons des enfants. Il est constaté que dans la rue, il y a aussi bien des filles et des garçons. Oui. Et qu'il y a des enfants qui naissent dans la rue ou que des enfants quittent leur domicile et vivent dans la rue. Maintenant, lors de la période de l'adolescence, on sait que la puberté vient, qu'il y a des changements physiologiques. Oui. Maintenant, ces filles-là, 12-13 ans, qui commencent la puberté, je veux parler notamment des menstruations, comment elles arrivent à vivre cette période-là quand elles sont dans la rue, sachant très bien qu'elles n'ont pas accès à l'information et qu'elles n'ont pas sûrement les moyens pour pouvoir se payer de bonnes serviettes hygiéniques. Comment est-ce qu'elles font? Mais tu sais, quand tu dis ça, c'est malheureux, ça me fait souvent pleurer. Au même moment, ça me fait rire. Il y a des filles qui mettent leurs serviettes là, ou leurs couches là, toute une semaine sans les changer. La même serviette. J'ai raconté une fille,
Et elle a mis, je ne sais pas quoi, s'il faut appeler, ce n'est même pas une serviette, elle a ramassé une pagne, un pagne à quelque part, elle a décidé, elle a placé comme serviette. Et elle a mis là-bas. Et puisque c'est des filles qui peuvent faire 2, 3, 4 jours sans même prendre leur douche. Donc elle garde ça, ça coule pendant 3 jours. Elle change au moment où elle trouve d'autres objets pour remplacer. Donc si elle ne trouve pas d'autres objets pour remplacer ces couches ou ces serviettes-là, elle garde ça pendant 2, 3, 4 jours. Pendant des jours, la même serviette. Parce que si elle va vouloir aller se doucher, elle doit changer. Donc, elle ne trouve même plus la peine de l'enlever. Elle garde ça comme ça sur elle pendant des jours. Il y a une fille qui a eu l'occasion, le culot, l'audace de me demander. Et là, je dis, mais comment tu te débrouilles? Il dit, depuis 3 jours qu'elle a mis ça, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Et si tu vois comment ça sent, elle n'a pas changé. C'est pour te dire quand même toutes les difficultés que ces enfants-là ont dans la rue et qui les rendent malades. Qui les rendent malades. Parce que garder une serviette pendant des jours peut créer des infections. C'est pourquoi elles sont toujours malades. Elles ont toujours des infections de la bouche jusqu'au sexe. De la bouche jusqu'au sexe. Et donc, de ces cas-là, nous sommes obligés souvent de les amener à l'hôpital pour les soigner. Donc, c'est des filles, on ne parle là même pas de bonnes couches ou de bonnes serviettes, mais c'est n'importe quoi qu'elles ramassent et qu'elles mettent. Et quand elles les mettent comme ça, c'est parti pour des jours ou au moment où elles trouvent d'autres trucs pour remplacer, c'est là où elles changent. Pour vous dire que c'est des filles, vraiment, quand tu les vois. Mais malgré ça, il y a des hommes qui continuent toujours pas les fréquenter. Allez, Julie. Parlons de ces hommes-là. On sait très bien que les rues, surtout la nuit, ne sont pas des endroits sécurisants et qu'il y a certaines personnes, des personnes perverses qui abusent de ces enfants-là, de ces filles qui sont dans la rue. Vous avez parlé de ces filles qui étaient obligées finalement de se livrer à la prostitution. Vous nous en parlez un peu? Oui, tu sais, la rue, c'est un milieu ouvert. Soit tu restes et tu subis tout ce qui arrive, ou tu quittes et tu es libre. Donc, les petites filles qui sont dans la rue, n'importe quel homme qui vienne vers elles n'ont pas le choix de dire non. Tu veux dire non, tu quittes la rue, ou tu es là et tu subis, et tu te donnes. Et encore plus, tu as 2 ou 3 francs, 300 francs, 500 francs de plus. Sinon, il y a ces hommes-là aussi, je ne sais pas s'ils sont mentalement malades ou ils sont bien portants, mais ils se plaisent avec ces petites filles-là. Mais c'est parce qu'ils profitent de leur situation de vulnérabilité. Oui, ils profitent de leur situation dont les filles aussi n'ont pas de choix. Bon, il y a d'autres hommes là qui profitent de ces enfants-là. C'est également des adultes de rue que nous appelons les personnes sans domicile. Vous voyez, il y a de ces personnes-là aussi sans domicile qui sont dans la rue, qui n'ont ni femme ni enfant, mais la nuit, toutes les nuits, ils vont vers ces enfants-là, puisqu'ils partagent la même cour ou le même espace que ces enfants-là. Donc la nuit, ils s'abattent sur elles sans condition et sans négociation d'ailleurs, sans négociation. Donc c'est là où nous parlons du viol ou de l'abus ou de harcèlement de ces filles-là. Donc c'est ces hommes-là qui vont vers ces enfants-là et s'ils veulent, ils leur donnent 200, 500. D'ailleurs, pour les calmer, parfois. Des sommes dérisoires. Des dérisoires, c'est là où nous disons ils exploitent sexuellement ces enfants-là pour rien du tout. Et aussi, des hommes quittent la maison pour aller vers ces enfants-là. Et c'est là, il y a beaucoup d'enfants dans la rue aujourd'hui dont on ne connaît pas les vrais parents. Les vrais parents. Donc la fille avec son enfant, mais tu lui demandes qui est son papa, il dit, il ne sait pas. Il ne sait pas qui est le papa de cet enfant-là. Il y a beaucoup de ces cas-là aussi qui sont. Yves Abassa, depuis nous parlons de rue, enfants de la rue, souvent ces enfants-là dorment où? Oui, ces enfants-là, je dis toujours, ces enfants dorment là où le sommeil les prend. Vous voyez, c'est pas le problème. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'enfant se promène, il arrive au marché et que le sommeil le prend au marché, il trouve un coin dans le marché, il s'allonge et puis il dort. Si l'enfant est au dépotoir ou à la déchetterie, et à un moment donné, il est fatigué, alors il ne va pas chercher à aller dormir à la place, mais
là où le sommeil le prend, il s'étale là et puis il dort paisiblement. C'est pour dire que c'est des enfants qui dorment n'importe où. C'est vrai qu'ils ont des sites spécifiques où ils se rassemblent pour dormir, mais un enfant qui est dans la rue jusqu'à 22h, 23h, 0h, et que le sommeil le prend, et qui doit courir 2-3 km pour aller sur son site, puisque c'est des enfants qui sont très mobiles, qui se déplacent beaucoup. Et donc, si l'enfant, la nuit, là, à 2h du matin ou à minuit, à 0h, il doit parcourir 1 km pour aller sur son site pour dormir, et que le sommeil le prend, et surtout qu'il est fatigué au cours de la journée, là, il s'allonge et puis il dort là. Au devanture, il y en a, j'ai déjà vu en ville, très tôt le matin, à la devanture de certaines boutiques. Oui, c'est là où il trouve souvent à manger. À la devanture des bars, des restaurants, des buvettes. Ils sont là, c'est quand les gens finissent de manger qu'ils raclent les plats, les bouteilles, et ils appellent eux-mêmes sopi. Donc quand les gens ont mangé, ont laissé, c'est ce qu'ils vont prendre pour manger. Quand les gens ont bu et ont laissé des bouteilles, c'est là eux ils vont aller racler le reste de la bouteille. Vous voyez? Donc, comme je le dis, ils sont dans les bars et que quand le sommeil les prend, alors ils s'allongent à la devanture des bars, ils dorment là. D'autres, vous les verrez sur les boulevards. Sur les boulevards, le sommeil le prend, ils dorment à même le sol sur le boulevard. D'autres, c'est au niveau de la plage, dans le sable, sous les cocotiers, ils dorment là. D'ailleurs, quand vous sortez à partir de 21h, au niveau de la plage, sous les cocotiers là, vous verrez des familles s'installent là même. Là, c'est là leur maison. Ils ont des sortes de bâches ou des plastiques là. Alors, ils mettent la nuit et puis ils s'endorment là. Et d'autres, ils mettent les moustiquaires, ils mettent leurs enfants, ils donnent un peu les somnifères aux enfants, les enfants s'endorment, eux-mêmes ils sortent pour la prostitution. Vous voyez, donc pour parler des dortoirs de ces filles-là, la rue est en même temps leur dortoir, la rue est en même temps leur centre de santé, parce que quand ils tombent malades, c'est l'automédication. Vous voyez, quand ils sont dans la rue, ils tombent malades, ils se soignent eux-mêmes dans la rue. Nous en reparlerons tout de suite. Alors, chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Djena dans l'émission Et nous. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous parlons du quotidien des enfants de rue avec Yves Abassa de l'ONG Ange. Alors, Yves, vous avez parlé de quelque chose de très intéressant. Vous venez d'aborder le sujet de la santé. Ouais. Comment ces enfants-là arrivent à prendre soin d'eux? Comment ces enfants-là arrivent à guérir des maladies, qu'ils attrapent des infections? Comment est-ce qu'ils Non, il y a certains qui souvent se déplacent pour venir vers nous. Vous voyez, qui viennent vers nous. Bon, mais la majorité de ces enfants qui vivent dans la rue, ils se soignent eux-mêmes. Ils se soignent. C'est là nous parlons de l'automédication. Si, par exemple, les filles dont nous parlons tout à l'heure, qui mettent leur couche pendant 3-4 jours avant de la changer, et après, elles sont pleines d'infections, comme je le dis, du sexe jusqu'à la bouche. C'est des infections. Et ils vont vers ces vendeurs ambulants de médicaments là, et ils vont chercher j'ai des infections. Et donc on leur prescrit, on leur donne quelque chose de 100 francs, 200 francs. Les médicaments de rue. Et ils les prennent et ils continuent la vie comme ça. Donc, s'ils ont les maux de tête et les maux de ventre, puis c'est des enfants qui mangent n'importe quoi. Et à des moments donnés, c'est comme s'ils sont même immunisés contre certaines maladies. Quand tu prends ceux qui dorment sur les décharges, il pleut, ils sont dedans. Et ils sont dans la déchetterie même. Et ils fouillent. Et l'odeur même est insupportable. Mais ils sont dedans. Et donc, quand ils tombent malades, comme je le dis, ils n'ont nulle part à aller. D'ailleurs, ils n'ont pas de moyens pour aller se soigner dans un centre de santé, dans un hôpital ou dans un dispensaire. Ils n'ont même pas de moyens pour y aller. Et c'est pourquoi nous qui allons vers eux, ils nous connaissent. Et quand ça s'avère grave, quand leur état de santé est grave, c'est là qu'ils se dirigent vers nous. Sinon, pour des petits bobos, des petits plaies ou des petits malaises, ils achètent des médicaments dans la rue et puis ils se soignent comme ça. Entre-temps, on avait fait une campagne avec les affaires sociales, les centres sociaux, les affaires sociales, et c'est là où parfois eux-mêmes se dirigent vers les centres des affaires sociaux, des affaires sociales pour demander leur aide. Voilà un peu ce qui se fait également. D'accord.
Il est ressorti, selon certaines indiscrétions, des propos, des rumeurs, que certains de ces enfants-là rejoignent parfois des groupes de malfrats pour pouvoir s'en sortir, et que je dois terminer ça, Oui. et qu'ils sont parfois même recrutés par des groupes terroristes. Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est vrai? Tu sais, en 2020, je fais partie de cette équipe qui avait fait les maraudes à Lomé avec Handicap International, UNICEF, ALSA International, avec la DGPE. On avait fait la maraude à Lomé en 2020. En 2021, nous sommes déplacés sur la région de la Kara, la région centrale, pour les mêmes maraudes. En 2022, nous étions à Saint-Cassé, à Tapaon, à Tapamé, à Tchédié. Donc, bref, nous avons parcouru toutes les régions du Togo pour des maraudes. C'est quoi les maraudes? Bon, les maraudes, c'est ces enquêtes de nuit pour observer et constater comment les personnes sans domicile vivent dans la rue la nuit. Vous voyez, c'est des enquêtes de nuit où nous allons observer, constater, remarquer la vie des personnes sans domicile. Et donc, c'est ce que nous avons fait 2020, 2021, 2022. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dans cette nuit-là, nous avons rencontré des enfants et jeunes. Puisque dans l'enquête, il y a des parties qui sont réservées pour voir comment est-ce que ces enfants-là sont exploités, sont utilisés par les adultes ou des personnes étrangères, des personnes mal intentionnées, comment ils sont utilisés. Donc, c'est justement là où cette partie de cette question nous était venue. Donc, nous n'avons pas rencontré des véritables cas dont je vais donner des exemples précis, mais il faut comprendre quand même que c'est des enfants qui sont véritablement utilisés par des personnes mal intentionnées dans la rue. Puisque quand nous parlons des terroristes ou des gens qui sont des djihadistes, tout ça là, ils ne rentrent pas dans les maisons donner de l'argent aux gens pour les racheter et les amener vers eux, les envoyer vers eux. Pour les mettre dans leur rang. Pour les mettre dans leur rang, ils ne vont pas dans les maisons pour le faire, mais ils prennent les enfants ou les jeunes ou les adultes de rue, les sans domicile. Celui qui est dans la rue, qui ne trouve pas manger, on lui donne 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, on les prend dans leur rang. Et c'est ces enfants ou jeunes, ces personnes sans domicile, là, que ces personnes-là prennent avec elles, et c'est nos frères-là ou nos enfants-là dans la rue qui indiquent ou qui sabotent les plans de nos villes ou de nos quartiers. Qui donnent les secrets, qui vendent alors les secrets de tout là. Donc c'est pour dire que c'est des enfants ou c'est des personnes qui sont utilisées. Ça, parce que vous convenez avec moi quand même que quand ces personnes mal intentionnées viennent, ils ne rentrent pas dans les bureaux pour chercher des gens, ils ne rentrent pas dans les maisons pour chercher des gens, ils ne rentrent pas dans les familles pour chercher des gens. D'où l'importance même de lutter contre ce voilà, et c'est la nuit même qu'ils sortent pour aller chercher ces jeunes-là. C'est là il est plus important, comme si je le dis souvent, je dis, c'est un danger public. C'est un danger public que ces enfants-là soient dans la rue, parce que quand les gens viennent, c'est avec eux, ils font leurs affaires. Aujourd'hui, si tu veux acheter des drogues, toutes les catégories des drogues, il n'y a pas un marché des drogues. Mais les marchés des drogues, c'est dans les ghettos avec les enfants en situation de rue. Les tout petits enfants, donc toi, tu ne peux jamais imaginer que cet enfant-là peut détenir de la drogue. C'est ces enfants-là que ces personnes mal intentionnées utilisent pour vendre, commercialiser des drogues. Ça, vous venez, je vous amène sur des sites où les enfants sont là et sont utilisés pour la vente des trucs là. C'est pour dire, confirmer que c'est ces personnes, ces enfants, ces jeunes de la rue que beaucoup de gens utilisent pour détruire nos pays, nos nations, nos continents. Mais voilà, c'est vraiment inquiétant. Parce que c'est inquiétant, c'est pourquoi il est important qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on trouve des mesures et qu'on puisse résoudre ce problème-là d'enfants de rue. Parce que, comme je le disais, la place des enfants n'est pas dans la rue. Mais heureusement qu'il y a des ONG, des associations qui sont sur le terrain et qui travaillent pour éradiquer ce fléau. Oui. Et votre ONG, Ange, en fait partie.
Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? En quoi consiste votre travail auprès des enfants? Voilà, il y a l'autre fois, les gens me demandaient, mais qu'est-ce que nous faisons? Et depuis là, les enfants sont de plus en plus nombreux dans la rue. Je dis, nous sommes une minorité qui faisons ce travail. Et c'est là où, quand on pose la question sur les solutions, quelles solutions nous préconisons aujourd'hui, nous disons c'est une question qui concerne tout le monde aujourd'hui. Tout le monde. Tout le monde. Quelqu'un qui est dans sa belle voiture, qui passe, qui regarde ces enfants-là, qui dit mais ça ne me regarde pas. Peut-être l'enfant-là qui va devenir adulte demain, c'est sur lui que l'enfant-là va tomber, et braquer ou assassiner un jour. Donc à notre niveau, ONG Ange, nous occupons fondamentalement des enfants en situation de rue et les enfants en conflit avec la loi, les enfants de la prison. Maintenant, au niveau des enfants de la rue, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers ces enfants-là en tant qu'enquêteurs pour prendre contact avec les enfants. Et quand nous prenons contact avec eux, nous leur donnons du temps, nous les écoutons. Les écoutants, nous recevons pourquoi ils sont dans la rue, d'où ils viennent. Maintenant, si les enfants nous racontent d'où ils viennent et pourquoi ils sont là, alors c'est là où nous les éclairons sur la situation qu'ils vivent dans la rue. Et c'est là nous les amenons à décider même à quitter. Maintenant, si l'enfant veut quitter, nous l'amenons d'abord. Si l'enfant veut quitter la rue, nous l'amenons d'abord sur nos centres. Nous avons 2 centres sur lesquels nous hébergeons ces enfants de rue-là, où ils vont à l'école, où ils apprennent des métiers. Donc, nous les amenons d'abord au centre. Et quand on les amène au centre, nous ouvrons un dossier de prise en charge. Dans ce dossier-là, on voit si l'enfant doit être mis à l'école ou à un apprentissage. Si l'enfant doit aller à l'école, alors nous le plaçons à l'école. Il est au centre et nous l'amenons à l'école. S'il est au centre et qu'il ne peut pas aller à l'école, nous le plaçons en apprentissage. Au même moment, nous faisons ce que nous appelons la recherche de parents. Nous recherchons leurs parents et quand les parents sont rencontrés, nous mobilisons les parents, nous sensibilisons les parents à s'apprêter, à récupérer, à reprendre ces enfants-là. Donc, je veux parler juste de la réinsertion. Donc, ONG Ange fait la réinsertion des enfants en situation de rue, dans les familles. Dans leur famille, en les fait passant par nos centres d'accueil. Donc, on les prend dans la rue, on les amène d'abord au centre, et du centre, on les amène en famille. Vous voyez? Donc, sur nos 2 centres actuellement, nous avons autour de 80 à 90 enfants en situation de rue et sur un conflit avec la loi. Que vous accompagnez. Que nous accompagnons sur place, dans nos centres fermés, où ils vont à l'école, où ils apprennent le métier. Maintenant, ceux que nous avions déjà réinsérés, alors nous ne les abandonnons pas, mais nous faisons leur suivi. Et ce suivi-là consiste à aller voir leur stabilité en famille, leur évolution et tout ce dont ils ont besoin, tant sur le plan moral, verbal que psychologique et matériel, comme financier, pour pouvoir les aider à aller beaucoup plus en avant. Eh bien, Yves Abassa, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Il y a tellement de choses à dire sur la situation des enfants de rue. Quel est votre mot pour conclure? Non, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, il y a 2 étapes fondamentales pour ce problème aujourd'hui. La première étape, c'est la prise en charge de ces enfants qui sont en situation de rue. La deuxième étape, c'est d'aller à la prévention, à la sensibilisation. Donc, je crois qu'on aura le temps de revenir sur la prévention. Donc, le mot de fin, c'est que tout le monde qui rencontre un enfant en situation de rue ou une famille en situation de rue, que celui-là soit préoccupé par ces situations-là. Parce que on dit souvent, quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu, sinon ta maison sera atteinte. Donc, que chacun de nous se mobilise pour aller vers ces enfants ou ces personnes en situation de rue et que chacun se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, ceux qui ne sont pas atteints aujourd'hui, on ne sait pas si c'est eux qui seront atteints demain. La preuve est que nous avons des grandes autorités de ce pays dont nous retrouvons leurs enfants dans la rue. Ce ne sont pas les moyens qui manquent, ce ne sont pas les parents qui ne sont pas là, mais les enfants se retrouvent dans la rue. Pourquoi? Parce que au moment où l'enfant quitte la maison pour aller à l'école, alors il rencontre des amis qui sont déjà dans la rue, qui les attirent et qui les amènent dans la rue pour dire que c'est un phénomène qui doit nous préoccuper tous et dont chacun doit mettre la main dedans pour que ce phénomène soit freiné, diminué, sinon complètement éradiqué. Oui, Yves Abassa, merci. Merci à vous, Radio Diena. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir donné autant d'éléments sur la situation des enfants de rue. Comme vous l'avez si bien dit,
Tout le monde doit être préoccupé par cette situation et la place des enfants n'est pas dans la rue, mais plutôt auprès de leur famille. Alors, chers auditeurs et auditrices, c'est ainsi que se referme cette émission. Aujourd'hui, dans ce numéro de Et nous avons parlé des enfants de rue, de leur quotidien dans la rue, avec notre invité Yves Bassa de l'ONG. Je salue Tata Edwige, la directrice de cette radio. Elle est là, elle écoutera. On remercie Yves Bassa qui était l'invité du jour, qui vient de l'ONG Ange. On se donne rendez-vous mardi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Bye.